Tu vois, dans mes films, surtout à cette époque-là, il y a toujours une double histoire. Il y a l'histoire du film d'abord, et il y a le tournage, il y a tout ça, et après il y a l'histoire officielle. C'est pendant les derniers films de la période Tower qu'il se rend compte que finalement, ce qu'il aimerait faire, c'est des tout petits films avec des budgets ridicules, mais pour lesquels il aura une totale liberté. Pendant quelques années, on n'a pas vu Jess. On était sans relation directe avec lui, mais on suivait son parcours de loin. Et un jour, il est revenu en nous disant bah, écoute, voilà, j'ai une histoire. C'est une femme qui va avoir des rêves. Et c'était Les cauchemars naissent la nuit. Il y a toute une série de films de Jess qui n'ont apparemment pas d'unité et qui en ont quand même une, ne serait-ce que par un mode de production un peu particulier dont je ne connais pas les détails. Jess a monté ça avec Karl Manchen, qui était un ami, vraiment à lui, un Allemand qui vivait en Espagne. Grâce à Karl-Heinz Manchen, qui était un ami personnel à moi, qui était directeur de production allemand, mais qui habitait l'Espagne et qui ne pouvait pas supporter l'Allemagne en plus. Alors c'est une histoire de lui, parce que lui c'était à Berlin, un gars de Berlin, à moitié juif, à moitié. À l'époque, il n'osait pas trop dire qu'il était juif, mais il était Karl-Heinz Manchen, c'est-à-dire le petit homme, donc c'est un nom juif, 100%. Et après, bon, moi, c'était déclaré, une fois que les dangers nazis ou d'autres dangers espagnols du général Franco étaient disparus, alors tout le monde a su qu'il était juif, et bon. Enfin, il avait à voir dans tous ses films à partir de Necronomicon. Il a quelque chose à voir aussi dans Sa barbe chez les mignonnes, qui est un film d'espionnage espagnol. Donc il était très très ami avec Manchen, et je pense que Manchen lui a donné un bon coup de main pour la production. Il m'aimait beaucoup, il aimait beaucoup mes films depuis le premier. Il travaillait déjà d'une certaine façon pour le cinéma allemand. Officiellement, comme représentant de la cinématographie allemande, pas le premier, mais un des gars qui représentait le cinéma allemand en Espagne. Alors, je voudrais que fasse quelque chose. Si, alors je dis, bon, mais alors, je présentais Diane Loris, je lui ai dit, je vais faire un petit film avec elle, mais un film intéressant, un film qui ne soit pas du tout le monde des films espagnols de l'époque, qui était complètement imbécile et qui n'avait rien dedans. Et j'ai proposé, j'ai écrit une histoire, lui il l'a trouvé très bien, il a trouvé les 5 sous nécessaires pour le faire. À l'époque, il m'a avoué que le film tourné, monté, sonorisé, copie zéro, c'était revenu à 100 000 francs, c'est-à-dire la moitié à peu près d'un budget de Denel dans les années qui vont suivre. Donc à l'époque, c'est insensé. C'est qu'il trouvait un producteur dans un pays, un autre, il prenait les deux et lui-même faisait le film. Donc il y a beaucoup de films qui ont été faits comme cela. Au marché du film du Festival de Cannes, sont annoncés une bonne douzaine de films sous la bannière du Liechtenstein. Pays pas très connu pour sa production cinématographique pléthorique. Et lorsqu'on regarde le catalogue du marché du film, où ils étaient tous annoncés, on s'aperçoit qu'ils sont tous de Jess Ronco. Là, il y avait un homme qui est belge, qui est entré
grâce à Manchen, je crois, dans le coup, qui s'appelait Gibert. Et Gibert a vu le matériel, mais il était très bien après. Oui, parce que nous, le film, on l'a fait sans nationalité ni rien, sans producteur. C'est-à-dire avec ces peu de fric que Manchen m'avait amené. Et Manchen m'a dit, ne t'inquiète pas qu'on aura la nationalité allemande, ou peu importe. Ce qui est important, c'est de faire le film. Et alors, il y a eu ce Gibert qui voulait entrer dans le coup. Et je ne sais pas, ils se sont arrangés entre eux, avec Manchen. Et lui, c'est lui qui a apporté les trucs de Liechtenstein comme un pays producteur. Parce qu'à ce moment-là, si on avait voulu le faire allemand ou espagnol ou composition, ça aurait été très très difficile parce que le film était déjà tourné et il n'y avait pas eu de permission de tournage avant, ni rien. Bon. Faire un film avec aussi peu d'argent, avec des acteurs quand même comme Paul Muller, gens comme ça, qui sont des noms assez prestigieux. Donc ça semble un peu insensé d'avoir réussi à mener l'entreprise comme ça. Bon, il y a Jacques Taylor aussi, qui est pas un inconnu, hein. Il est dans Necronomicon, il est dans Les Inassouvis, il n'est pas encore devenu un acteur de chevet de Jess Franco, mais il va le devenir. Jess, dans ce film, essaye de retranscrire la sensation de la chair, quoi, de toucher la chair, tout aussi bien avec les gros plans que... Et comme par hasard, les personnes qui se prêtent au jeu sont Diana Loris, qui était la star de l'horrible Dr Orloff, et dont à l'époque il était hors de question qu'elle montre l'ombre d'un téton. Donc soudain on la retrouve totalement libre. Elle était la fille d'un charpentier d'un théâtre à Madrid, et qui était républicain et qui avait été à Toll, etc. Alors là, elle voulait autre chose. Et là, effectivement, c'est le grand retour avec Jess Franco, puisque elle a un petit rôle dans Le Trône de Feu, et je pense que c'est à l'occasion de ces retrouvailles qu'il lui a proposé de faire les Cauchemars de sa nuit, quoi, qui est une bénédiction pour les fans de Diana Loris, puisque là, elle accepte enfin de tourner nue, chose dont on était privé dans la vie de Dr Orloff, puisque les scènes où elle est censée dévoiler son anatomie, c'est visiblement un modèle ou une doublure, quoi. C'est la même doublure d'ailleurs qui sert pour les deux scènes érotiques, alors que c'est pas la même femme. Au moment où on l'a pris pour les premiers films, elle était un rat à l'opéra, qui faisait l'école des danse classiques à Madrid. Et elle ne savait rien. Elle avait une photogénie magnifique et une intuition superbe, et la preuve c'est que dans le film, elle passe très très bien. Mais après, elle a beaucoup appris, elle a commencé à tourner d'autres films, elle a fait l'école de théâtre, enfin déjà sérieusement. Et un jour, je l'ai rencontrée pour le film Le Trône de Feu. Et elle a joué le rôle. C'était pas le rôle principal, mais c'était un joli rôle où elle est très très bien. Il y a une scène où on voit les larmes qui percent dans ses yeux à travers une vitre, une vitre de voiture. Everything as before. The horrible night slowly disappears. And I can relax. At last I can breathe. Et c'est évident qu'elle joue vraiment, quoi. Je pense qu'elle y a cru à ce projet-là. C'était aussi l'éclat, si tu veux, érotique de Diana, qui après a fait beaucoup de films érotiques, pas avec moi. Mais
parce qu'elle avait une gueule d'une sensualité extraordinaire, et un corps très beau, et en plus, c'était pas une nénette qui faisait des manières, non, elle aimait le rôle, alors elle a fait comme il fallait qu'elle le fasse. Il s'est beaucoup défoulé dans ce film-là, parce qu'il y a très très peu de... Je ne pense pas qu'il ait eu un directeur de la photographie qui soit présent constamment. Bon, en règle générale, tous ces petits films-là, Gess a souvent assuré la photographie. Probablement, si je n'avais pas fait les cauchemars de la nuit, je n'aurais pas fait Eugénie non plus. Parce que c'était presque une conséquence de ça. Il y a un autre film de la même époque, c'est Sex Charade. On va y revenir sur celui-là. Oui, Sex Charade, qui a été fait juste avant celui-ci. Avant, ce Ouais. a été fait avant. Avant. Ouais. Oui, mais voilà, On va tout savoir. j'explique tout, ouais, ouais. Et, Et qui a été aussi la mise en contact avec deux ou trois groupes différents, où il y avait Diana Loris, où il y avait Maria Rome, où il y avait Soledad Miranda. voilà. Parce que dans Sex Charade, Soledad Miranda joue un rôle. Hein, alors voilà, il y a tout ça. Elle a un rôle important dans les cauchemars de la nuit. Soledad? Oui, important, pas très long, mais très important. Il a été fait, il a été présenté sur les marchés et il n'a pratiquement jamais été distribué. Les seules distributions ont eu lieu en Belgique. Personne n'a vu exactement si c'était bien le film qu'on voit maintenant en DVD. Toujours est-il que, par miracle, ce film a été sauvé des labos. Les cauchemars naissent la nuit, finalement, a connu sa carrière en France, que très très tardivement. Moi, je me souviens avoir été dans le bureau de Robert Denel, à l'époque où Gess faisait des films à la chaîne pour lui. Et j'avais distinctement vu une bobine, enfin un amoncellement de 5 bobines sur lequel on pouvait distinctement lire les cauchemars naissent la nuit. Alors, je me suis intéressé à la chose, j'ai demandé à Robert Denel, qu'est-ce que ça fait là, ça vous allez distribuer le film? Et je voudrais bien, mais je ne peux pas, parce que c'est comme toujours avec Gess, je n'arrive pas à avoir un certificat d'origine, donc vis-à-vis des formalités légales, je ne peux pas le sortir. Et donc cette copie qui existait, elle est restée pendant très très longtemps dans les stocks du comptoir français du film. Et quand la maison a fermé, quand la fille de Robert Denel a décidé de cesser l'activité, la copie est partie avec toutes les autres à la Cinémathèque française. Donc je savais que cette copie était à la Cinémathèque française. D'ailleurs, la Cinémathèque française elle l'avait programmée dans une petite rétrospective sur Gess déjà. Et donc, au moment de l'éclatement du DVD, dont j'en ai parlé à Daniel Le Seur, j'ai dit écoute, ce film-là, quand même, tu as quelque chose à voir, il y a des scènes qui ont été tournées chez toi, comment que ça se fait que tu t'en es jamais occupé et donc ça lui a un peu mis la puce à l'oreille et il a dit bon bah écoute, je vais voir ce que je peux faire. Et puis je lui ai dit de toute façon celui-là, t'as rien à faire puisqu'il y a une copie neuve à la Cinémathèque française. Et c'est à partir de là qu'un jour il m'a téléphoné pour me dire ça y est, c'est arrangé. Je me suis débrouillé avec il m'a pas dit qui, mais avec le détenteur des droits et donc je peux sortir maintenant Cauchemar naissent la nuit et Sex Charade. Sex Charade a disparu. Il est introuvable, il a été vendu plusieurs fois, et finalement il n'est pas sorti parce que la personne qui a vendu les droits n'a pas retrouvé les négatifs. Sex Charade, j'ai fait après, longtemps après, un film qui s'appelait Le sexe est fou. Está loco.
Oui. Où j'ai repris le même système de narration, pas la même histoire, mais le même système de narration. Le système était, voilà, et il y a une situation, une histoire qui se développe d'une certaine manière, et au bout d'un moment, on découvre que c'est du fond. Que ça n'existe pas, que ce n'est pas une histoire, que c'est une connerie qu'un ami raconte à l'autre. Alors, je reprends les deux amis, et les deux amis vont dans un club, et ils commencent à jouer à cartes, et alors, quand ils jouent, il y a une belle fille qui s'apparaît, alors la belle fille prend les deux gars, il les amène quelque part, et alors quand ils sont en train presque de faire l'amour avec elle, alors à ce moment-là, il y a un rideau qui tombe, et c'est... Tu vois? Alors chaque chose devient une autre, une autre, une autre, et la dernière devient la première. De passage à Bruxelles, je vois Sex Charade à l'affiche d'un cinéma de cul qui était près de la gare du Midi à Bruxelles. Et Sex Charade de Jess Franco. C'était rarissime que les cinémas affichent le nom du réalisateur à leur font enfin ce genre-là de cinéma. Donc je me précipite et je vois un curieux Salmi Gondi. Il y avait bien le générique de Sex Charade. Il devait rester entre 5 et 10 minutes du film initial, disséminer le long du métrage. Mais tout le reste était constitué d'extraits de chutes de n'importe quoi. Le distributeur avait pris 3 minutes ici, 4 minutes là, quelques secondes ailleurs, absolument n'importe quoi. N'importe quoi. La Belgique, c'est un pays à part parce que c'est un tout petit pays. En fait, le territoire belge est quand même assez réduit. Hein. Et donc, les Belges ont toujours eu beaucoup plus de films que les Français, les films étrangers, parce que les sommes que les producteurs demandaient pour l'exploitation de leurs films sur la Belgique, c'était toujours des sommes dérisoires. Donc ça peut expliquer qu'ils soient sortis en Belgique. Et à ma connaissance, c'est la seule fois où le film a été il est sorti comme ça en Belgique, à l'état de non-film. Je n'ai pas l'impression, je n'ai jamais entendu dire qu'il avait été repris sous une forme plus orthodoxe. C'est resté ce film fantôme. Donc, ai-je vu Sex Charade je peux pas le dire vraiment. Moi, j'aime bien ce film. Je trouve qu'il y a des images surprenantes et que c'est très fou, érotique, mais vraiment bon enfant. C'est dingue, c'est plutôt dingue qu'autre chose. Forcément, ces films-là sont faits dans la période Tower, puisque il y a quand même il y a Maria Rome dans Sex Charade. Maria Rome qui n'a quasiment jamais rien fait en dehors des films d'Ariel Tower. Hein, c'est très très rare. Et donc si elle est dans Sex Charade, c'est qu'elle était sous la main. Donc il a dû avoir une semaine de vacances et qu'il a demandé l'autorisation à Ariel Tower d'utiliser sa vedette maison, son épouse. Et donc c'est des films, c'est le premier pas, c'est très important parce que c'est le premier pas vers ce que va devenir Jess Franco à très très brève échelle.